entretiens du marquis. Bonjour à tous. Bruno Le Maire, à quelle époque? Roman érotique, prix des pâtes, serré le kiki, une opération séduction? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal chaque matin, ceux qui m'aident à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur André Lelièvre, Yann Hervé, Stéphane Stenou, Terra Incognita, Euro, Eida Lyrique, DMTM, Catherine Michon et Louis-André. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire des messages, plus de 1000 hier, à lever le petit pouce bleu ou à diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est comme cela qu'on arrivera à faire repousser la presse aux ordres. Car il faut bien dire, cette presse aux ordres est en train de se surpasser. Puisque je parle de gens qui se surpassent, eh bien il y a BHL. Et oui, et si la stratégie de Zelensky et de Zaloujny à Bakhmout était sortir de la ville pour mieux la reprendre, autrement dit le cheval de Troie à l'envers. Pourtant, BHL nous avait habitués à toutes ces pitreries, à son mensonge frontal lorsqu'il est face aux caméras, à ses narratifs éculés, sa propagande la plus grotesque. Et pourtant, il arrive encore à nous surprendre, à dépasser, à effacer tout ce qu'il a pu écrire. Je vous avouerai que le cheval de Troie à l'envers, c'est étonnant, c'est très étonnant parce que c'est débile. Mais je vous avais averti, ils vont essayer de transformer cette défaite militaire en victoire tactique. Lorsque j'écoute LCU, il y a une part de désolation et en même temps, ils essaient de nous vendre un narratif complètement stupide. Et puis, il y a une deuxième nouvelle qu'ils essaient de vous cacher. Au départ, ce n'était qu'une rumeur, un bombardement sur un QG militaire en Ukraine, puis une absence prolongée. Et là, la presse anglaise évoquerait, puisque nous sommes obligés de parler de conditionnel, nous n'avons pas de certitude, mais le commandant en chef, donc Zaloujny, serait dans un état critique à l'hôpital. Alors pourquoi essaie-t-il de nous cacher cette nouvelle? C'est que Zaloujny est très populaire auprès du peuple ukrainien. Alors vous imaginez la prise de Bakhmout plus le commandant en chef qui aurait été éliminé, cela porterait un sérieux coup au moral de la population ukrainienne. Et c'est le moment choisi par Emmanuel Macron pour communiquer sur la situation du conflit. Zelensky est allé chercher des armes au G7. S'armer pour continuer la guerre, c'est donc bâtir la paix. Je l'ai souvent dit dans ces entretiens, Emmanuel Macron est un adepte d'Orwell. La paix, c'est la guerre. Il fait en sorte que la guerre dure le plus longtemps possible, d'empêcher la paix, et il nous explique qu'on va bâtir la paix. Le mensonge permanent. Mais dans ce tweet, il y a une phrase bien plus importante et qui n'a pas été relevée par les commentateurs. C'est une manière de bâtir la paix, oui, une drôle de manière, d'éviter une partition du monde. Une partition du monde? Et oui, les globalistes ne veulent surtout pas un monde multipolaire. Et il ajoute, c'est le sens de notre diplomatie. Jamais. La diplomatie française n'a jamais été de soutenir les globalistes, les atlantistes de l'OTAN. Au contraire, je rappelle que le général de Gaulle, en 1966, a demandé aux Américains de quitter le territoire national. Le sens de la diplomatie française, c'est l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Emmanuel Macron avoue qu'il est un larbin du projet globaliste. Bon, nous le savions sur cette chaîne, mais c'était quand même intéressant de le souligner encore une fois. Et puis, il explique qu'il a aidé Zelensky à aller à Djibouti et puis à Hiroshima grâce aux avions français. Les macronistes nous ont expliqué que Churchill prêtait bien des avions au général de Gaulle et que nous, gaullistes, nous n'avions plus qu'à nous coucher. Alors la première chose, lorsqu'on est Emmanuel Macron et qu'on est à la traîne des atlantistes, quand on est le larbin de Joe Biden, on n'évoque certainement pas les mannes du général de Gaulle. On essaie d'avoir un peu de décence. Et puis j'ai fait une remarque sur les réseaux sociaux. Lorsque de Gaulle a eu pour lui les avions anglais, c'était parce qu'il c'était un chef d'État en exil. Zelensky, c'est un chef d'État souverain qui a une flotte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'ils sont en train de nous dire que Zelensky est un chef d'État en exil. C'est intéressant. C'est une piste à suivre et peut-être à creuser. Alors, dans mon numéro d'hier, j'ai expliqué que Emmanuel Macron avait dépassé le mur du son.
Je me suis trompé. Il y a quelqu'un qui a dépassé Emmanuel Macron. Et là, j'avoue, cela m'a véritablement déstabilisé. Je me suis posé même des questions sur comment une telle phrase était possible. Regardez, c'est Sunak, le Premier ministre anglais. Le mieux, c'est que je vous traduise de suite cette dépêche Reuters ou les articles que l'on trouve dans la presse britannique. Sunak, la Chine représente la plus grande menace pour la sécurité et la prospérité mondiale. Alors vous allez me dire, c'est encore orwellien. Mais avant d'étudier le côté orwellien, d'où il parle, ce Premier ministre britannique? Il parle du Japon, en face de la Chine, qui est dans une certaine mesure l'adversaire traditionnel des Chinois. Mais qui sont les Britanniques? C'est une ancienne puissance coloniale. Ils ont en effet colonisé la Chine. Ils ont introduit le commerce de l'opium et le trafic d'armes. Cela a démantelé la Chine. La Chine a connu une guerre civile qui a duré sur des décennies et dont le bilan est effroyable. Comment ose-t-il rappeler ce genre de choses? Et du Japon? Les Chinois ont en mémoire les massacres du Nankin, la colonisation japonaise. Là encore, des bilans effroyables. On a l'impression qu'ils manipulent l'histoire pour mettre le feu en Chine. Vous imaginez les jeunes Chinois lorsqu'ils entendent ce genre de discours? Mais ils doivent être furieux. Que font-ils? Et ce sont ces gens qui expliquent que la Chine est un danger pour la paix. Mais en ce moment, que font les Chinois? Ils sont en train de négocier la paix entre la partie ukrainienne et la partie russe. Oui, nous sommes bien dans un système orwellien. La paix, c'est la guerre. Ils accusent la Chine de vouloir la guerre, alors que la Chine, en ce moment, veut la paix entre l'Ukraine et la Russie. Orwellien, vous dis-je. D'autant plus qu'ils ne sont pas les seuls en ce moment à vouloir la paix en Ukraine. Il y a aussi l'Afrique du Sud et de très nombreux pays africains. C'est-à-dire la Ligue arabe, les pays africains, la Chine et d'autres pays veulent la paix en Ukraine. Et qui empêche cette paix? Les membres du G7. C'est littéralement terrifiant. Alors, certains d'entre vous m'ont quand même fait souligner qu'il y avait Van der Leyen qui était au G7. Alors, je vous donne le message de Philippe Perlin. Que fait Ursula von der Leyen au sommet du G7? Les présidents de l'OCDE, de l'UNESCO et du FMI s'y trouvent aussi. C'est une atteinte à la souveraineté des membres de l'Union européenne et du G7, France, Allemagne, Italie. Il faut rappeler que le G7, au départ, c'était les 7 premières puissances du monde. Or, il n'y a pas la Russie, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas l'Indonésie. Non, ce n'est pas le G7, c'est tout simplement le groupe de Davos qui essaie d'imposer son diktat au reste du monde. Et pour cela, vous avez bien compris ce qu'ils utilisent. Puisqu'on parle de gens un peu bizarres, nous allons aborder de nouveau le cas Bruno Le Maire. Il était invité à quelle époque? Alors, je vous renvoie à mon émission d'hier où De Chavannes a lu des bonnes pages d'Oscar Le Maire où il est question, et je m'excuse du terme puisqu'il s'agit de cela, de sodomie. Là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mélange des genres. Un ministre de l'économie est invité sur un plateau de télévision, on lit des romans pornographiques. Ce mélange des genres est très curieux. Est-ce que c'est un exercice de communication? Et là, Bruno Le Maire, après ce passage dilaté, on va dire, parle d'inflation. Oui, on passe de la sodomie à l'inflation. Là, j'avoue que Hanouna est certainement dépassé en termes de vulgarité et de société du spectacle. Est-ce que le roman érotique, c'est pour, en quelque sorte, c'est une forme de vaseline pour nous avoir avec l'inflation? Je pose la question parce qu'au niveau de la communication, ça a l'air d'être cela. Et regardez ce qu'il arrive à prononcer. J'ai 4 enfants à nourrir. Je paie beaucoup de paquets de pâtes. Ces prix sont devenus insupportables. Bruno Le Maire nous prendrait-il pour des imbéciles? Il gagne jusqu'à 11 000 euros par mois, il a un logement de fonction, voiture, chauffeur, personnel, frais de bouche, tout cela à nos frais, et il nourrirait ses enfants que de pâtes, et il trouverait l'inflation insupportable? Non, là, il joue un jeu dangereux. D'abord, il faut lui rappeler que c'est lui, le ministre de l'économie, qui ne peut pas seulement
se faire le commentateur critique de sa propre politique. Hein. On a bien compris, il essaie de se disculper de ses actes. C'est lui le responsable de l'inflation insupportable. Et puis, il y a une deuxième chose. Pourquoi ose-t-il dire qu'il nourrit ses enfants que de pâtes? Ah, ça, c'est le vieil exercice de communication des hommes politiques, puisqu'ils sont au-dessus, ce sont les élites. Hein. Ils essaient de nous faire croire qu'ils sont des hommes ordinaires, qu'ils appartiennent au peuple, qui souffrent de la même façon de l'inflation. Non, vraiment, Bruno Le Maire nous prend pour un imbécile. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est que cet exercice de communication est quand même assez négatif pour lui. Donc il doit annoncer une bonne nouvelle. Et il ose affirmer que les prix vont baisser. Vous entendez bien, les prix vont baisser en 2024. C'est un mensonge. Ce qu'il faut entendre dans la réalité, c'est que l'inflation à 15% va certainement baisser à 7 ou 6%. Autrement dit, la hausse de l'inflation sera moins violente. Mais il n'en reste pas moins que l'inflation va continuer et que les salaires ne vont pas suivre, que les Français vont perdre du pouvoir d'achat. C'est un peu comme l'histoire avec Bakhmout. Il faut transformer un désastre en victoire et le service public permet à notre Bruno Le Maire, notre nono national, de briller. Pas un journaliste ne lui dit qu'il raconte n'importe quoi. D'autant plus que lorsqu'on lui fait remarquer que les producteurs laitiers, par exemple, c'est difficile pour eux, ils sont un petit peu étranglés par la grande distribution, Bruno Le Maire dit quelque chose d'assez étonnant, on leur serre le kiki. Alors certes, en français, cela signifie serrer le cou, donc ça va à la suite d'étrangler, mais il n'en reste pas moins que c'est un sileps, parce que kiki signifie aussi l'appendice génital, et qu'il a essayé de faire peuple, et qu'il nous a présenté son roman pornographique au début de l'émission. Et donc il est dans une sorte de filiation pour apparaître cool, détendu, il parle peuple, Bruno Le Maire. Oui, vraiment, il nous prend pour des imbéciles. Et lorsqu'il invite toujours dans une perle gigantesque Sandrine Rousseau à vouloir manger une côte de bœuf, là on atteint véritablement des niveaux stratosphériques. La réponse de Sandrine Rousseau est encore plus bête et vulgaire que la question de Bruno Le Maire. Ce n'est pas un mince exploit, elle arrive à écrire « J'aurais bien mangé un repas avec vous, Bruno Le Maire, sur ce qu'est une sexualité féministe, le rôle d'un clitoris, par exemple, mais pas autour d'une côte de bœuf. Désolé, sectarisme, vulgarité. » Bon, c'est Sandrine Rousseau. On la laisse avec ces termes. Alors, pourquoi j'ai parlé de cette émission? Parce que je trouve qu'elle annonce certainement des nouveaux shows. On mélange sexualité et inflation. Ce sont deux éléments qui, normalement, ne doivent pas être dans le même endroit. C'est-à-dire que la société du spectacle prend le dessus sur l'information. Et Bruno Le Maire utilise ce genre d'éléments pour apparaître plus sympa, plus cool, plus proche des Français, un citoyen ordinaire, alors que tout le monde sait que c'est quelqu'un de distant, méprisant, arrogant, et qu'il est tout sauf un Français ordinaire. Et le service public lui sert le tapis rouge pour permettre à sa communication de se développer. C'est ce qu'on appelle le journalisme aux ordres. Très dangereux. Et quand certains, sur le service public, agressent Hanouna en disant qu'il est vulgaire et que c'est la société du spectacle, il faudrait bien, tous ces gens, de balayer devant leur porte. Je vais maintenant changer de sujet et je vais évoquer une de vos demandes d'ailleurs. Vous m'avez demandé, je crois que c'est Flo, de parler de ce conseil scientifique indépendant. Florian Philippot a pris la parole notamment et il a annoncé une grande manifestation nationale le samedi 27 mai, 14h, rendez-vous Port-Royal, pour dénoncer les effets secondaires. Le conseil scientifique a eu beaucoup de succès, de très nombreux intervenants se sont là encore succédé à la tribune, et l'échange que j'ai trouvé particulièrement le plus intéressant, c'est celui qu'il y a eu entre le professeur Péronne, Louis Fouché, interrogé par André Berkoff. Je vous mets l'extrait de 12 minutes dans la description, n'hésitez pas à le regarder.
Louis Fouché nous annonce en effet qu'Emmanuel Macron réunit chaque année le Big Tech et vers les GAFAM avec le Big Pharma pour créer cette médecine 2.0. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'humains dans les hôpitaux, qu'il y ait de moins en moins de médecins, que tout soit géré dans une certaine mesure par l'intelligence artificielle. Vous constaterez que ce monde de la médecine 2.0 eh bien, a commencé. Lorsque vous allez dans les supermarchés, vous avez les premiers cabinets médicaux de téléconsultation. Et oui, c'est notre futur. Il se trouve qu'il y a presque 17 ans, quelqu'un avait déjà imaginé cette chose. Hop, je me pousse, vous voyez le film Idiocratie, où le personnage principal, qui est quelqu'un d'extrêmement médiocre, se trouve être l'homme le plus intelligent au XXVIe siècle. Et comme il est malade, il va consulter et il tombe sur un ordinateur. Voilà l'ordinateur, et il doit tapoter. Cet ordinateur, évidemment, ne fonctionne pas. Est-ce qu'Idiocratie sera notre avenir? Eh bien, nous allons tout faire pour éviter que ce cauchemar survienne. Vous savez néanmoins que les alliés du Big Pharma, des GAFAM, ce sont les journalistes. Regardez ce que j'ai trouvé dans le Figaro, un petit manuel pour expliquer à tous les macronistes comment résister lors d'un dîner. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les narratifs élyséens n'ont plus du tout de mise sur les populations françaises. 80% des Français étaient pour que les soignants suspendus soient réintégrés. Et ainsi de suite. Donc, ils essaient à ces pauvres macronistes bien naïfs de leur donner, de leur fournir des armes. Et là, vous avez un article qui est un modèle de désinformation et de propagande. Regardez déjà la première énumération. Terre plate, dangerosité des vaccins, réchauffement inexistant, comment faire face à un proche adhérent à des fake news ou théories farfelues. Ils n'osent plus dire complotisme parce que ça devient un peu trop connoté. Dans cette énumération, dangerosité des vaccins et réchauffement inexistant, ce sont des débats scientifiques. Terre plate, ce n'est pas un débat scientifique. Commencer comme cela, c'est faire en sorte que les deux autres propositions ne soient pas acceptables. Mais il y a quelque chose que je trouve très étonnant. Un tiers des Français estiment que le gouvernement américain avait eu connaissance des attentats du 11 septembre et les a laissés survenir. Alors, connaissance des attentats du 11 septembre et les a laissés survenir, ce sont deux choses distinctes. Oui, Georges Tenet, responsable de la CIA, avait organisé une conférence avec Condoleezza Rice en août, ça a été dit par CBS et par le rapport des attentats du 11 septembre pour prévenir qu'en effet, il y avait toute une série de terroristes. Le rapport du 11 septembre explique qu'il y a eu une désorganisation au niveau des services. On la trouve juste ou pas, mais la présentation telle qu'elle est fausse. 29% d'entre eux que le réchauffement climatique est davantage le fruit d'un phénomène naturel que de l'activité humaine. Mais de quoi parle-t-il? Quand j'étais à la faculté, j'ai appris que le réchauffement climatique est un phénomène naturel. Il y a des hausses, des réchauffements, et puis il y a le miniage glaciaire, et qu'il y a succession. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle actuellement que le réchauffement climatique actuel est essentiellement dû à l'activité humaine? C'est un débat scientifique. 12% que la Terre est plate. Remarquez que c'était la première proposition, elle se trouve à la fin, c'est une technique de manipulation, il nous ajoute ce fruit pourri. 12% que la Terre est plate, c'est de l'ignorance, il n'y a absolument pas de débat scientifique à ce sujet. Grosse manipulation du journaliste du Figaro. Les fake news, infox ou désinformation en français gagnent du terrain et s'invitent aujourd'hui dans nos foyers où de nombreuses théories plus ou moins fantaisistes liées à la pandémie ont généré bien des disputes et des ruptures familiales depuis 2020. Comment s'y prendre? Oui, on vous demande comment s'y prendre au niveau de l'art, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut croire. Mais c'est un véritable manuel d'endoctrinement que ce Figaro. Je suis absolument sidéré qu'un journaliste puisse écrire ce genre de choses dégoûtantes. Alors, il y a très peu de Français qui aujourd'hui adhèrent aux narratifs gouvernementaux, d'autant plus que lorsqu'on regarde la presse, il est difficile de défendre certaines informations gouvernementales. Par exemple, pourquoi l'OMS met en garde contre une augmentation inhabituelle des cas de myocardite grave chez les bébés? Comment se fait-il qu'il y ait une surmortalité de turbocancer
Est-ce qu'on pourrait avoir des réponses? Parce que ça serait intéressant. Et nous avons le professeur Sabatier qui, dans un très bon article, nous dit qu'en plus, il y aurait des problèmes de thyroïde. Allez, je vous mets l'article, il est là. L'Agence nationale du médicament a révélé des thyroïdes subaigus après l'injection des vaccins anti-Covid. C'est inattendu? Et ce type d'article, nous en lisons tous les jours. Et la question que l'on peut se poser, comment font ces journalistes pour se regarder dans la glace? Et j'ai lu un article anglais expliquant que de très nombreux journalistes de la BBC et autres grands quotidiens nationaux anglais sombraient dans l'alcool et dans la drogue. Est-ce qu'ils auraient des problèmes de conscience? C'est fort possible. En tous les cas, il y en a un pour qui la conscience professionnelle n'existe pas, c'est ce personnage, j'en ai parlé hier, il avait agressé Marion Maréchal. Eh bien, dimanche après-midi, il a agressé de la même manière un leader de la France insoumise. Dans les deux cas, il accuse l'opposition d'être responsable de la situation de violence qui traverse la société française. Et il suffit de présenter à ce Benjamin Duhamel ce genre de choses. 3 policiers tués et 1 blessée grave par un chauffeur connu pour stupéfiants. 3 jeunes tués à la Kalachnikov à Marseille. Un jeune dentiste massacré à 10 contre 1 au Lila. Un tueur à gages de 18 ans avec au moins 3 morts sur les bras arrêté à Marseille. Oui, tout va bien. Non, pour ce Benjamin Duhamel, c'est la faute de l'opposition. Transformer des défaites en victoires ou accuser l'adversaire de son propre bilan. Voilà à quoi servent les journalistes aux ordres. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le diffuser, à le soutenir. Et puis, à bientôt, à demain j'espère, pour un nouvel entretien. Au revoir.